Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous avez fait de très bonnes lectures. Moi aujourd'hui je vais vous présenter mes 5 derniers livres que j'ai lus, dont un coup de cœur. Donc sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors c'est parti, je vous présente tout d'abord le coup de cœur. Oui, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes, comme on dit de la maison, de vous présenter les coups de cœur dans la première partie de la vidéo. En général, je tiens ça pour la dernière partie. Mais là, ici, en fait, le coup de cœur, c'était en même temps le service presse. Et puis, j'avais envie de mettre de l'avant ce livre et en même temps la maison d'édition. Donc, je vous présente ça en premier. Je vous l'ai déjà présenté la semaine dernière, dans le dernier book haul, je crois. Donc c'est Pissim Napeu de Georges Pissimopeo aux éditions Anénorac. J'aimerais bien ne rien oublier en vous le présentant. Parce que, au-delà du coup de cœur, c'est de la pure émotion. Mais de la vraie. C'est autobiographique. Il n'a pas été chercher ça quelque part, nowhere. C'est un chemin de vie. On va suivre Georges Pissimopeo. C'est son chemin de vie, depuis qu'il est petit garçon jusqu'à l'âge adulte. C'est pas fait de manière chronologique, parce qu'on peut revenir en arrière, faire des flashbacks, et puis, mais ça va présenter, comme j'ai dit, son chemin de vie. Mais pas facile. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre. Parce que les choses faciles, il n'y en a pas eu beaucoup. Et on va suivre en même temps la méchanceté, parce qu'il n'y a pas que je veux dire, que du négatif dans ce livre. Il y a beaucoup d'espoir, de positif et surtout d'espoir. Même encore aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, je dirais. Mais on va être confronté à la méchanceté, à la cruauté des hommes, à la cruauté de la race supérieure, l'homme blanc, et de leur Dieu, on pourrait dire de notre Dieu, ou qu'importe, vu que le Dieu des hommes blancs a toujours été, je crois, comme supérieur au Dieu des autres races. Mais en même temps, ça va parler de la nature, de la nature ancestrale, des autochtones, de cette nature qui est là toujours aujourd'hui, puissante, qui a une force incroyable pour ces communautés autochtones, plus que pour nous. Et c'est ça. Donc, on va parler également je vais dire, du noyau familial, du noyau de la communauté. On va parler de l'école et puis de tous les sévices qu'il a pu recevoir. Et c'est ça. Là, je vais peut-être regarder, juste regarder mes notes, parce que il y a tellement de choses qui sont... mais c'est vraiment beaucoup d'émotions. C'est ça, je dis, c'est de l'émotion pure, parce que c'est son premier livre, et c'est vraiment pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est écrit d'une manière tellement simple, tellement concrète, qu'on est dedans, on est vraiment dans le livre, on suit sa vie, et puis ses petits moments de vie, et puis on pourrait dire aussi que c'est un peu des tranches de vie, très courtes, mais très émotionnellement très fortes. Et il parle aussi beaucoup de sa maman. Je ne dirai pas le nom parce que j'ai peur vraiment d'écorcher, parce que la langue cri est vraiment pas facile. Il y aurait peut-être juste un petit bémol, mais bon, c'est vraiment pas un bémol. C'est plutôt moi, dans le sens que parfois il y a des phrases
vraiment écrites en cri. Et bon, ben, je les lis, forcément je les lis, mais bon, sans savoir si bon. J'ai pas vraiment la bonne prononciation, c'est clair, mais de l'entendre, j'aimerais bien l'entendre vraiment, cette langue, parce que elle est belle, elle est vraiment belle. J'ai déjà été bon, ben, sur YouTube, vous me connaissez, hein, pour prospecter un peu à gauche et à droite, et la langue cri, c'est beau à entendre, vraiment. Donc voilà. Piisim Napeu, oui. Comme je dis, c'est à lire et à relire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages. Messages d'amour, messages de compassion. C'est un type aussi qui a eu beaucoup à un moment donné, il a dû avoir de la compassion pour certaines choses qui lui sont arrivées dans sa vie. Mais c'est pas de la compassion, comment on dit, oui. Il y a compassion et compassion peut-être, je ne sais pas. Mais oui, tout ce qui est relaté là, c'est vraiment de la pure émotion. On pourra en parler, en parler, en parler. C'est toujours, je crois que toujours les mêmes mots qui reviendraient. Émotion, oui, c'est ça. Donc, Piisim Napeu. Donc j'aimerais bien terminer par vous lire un petit passage qui se trouve quasi à la fin du livre. Ça s'intitule Un cri. Je lance un cri que j'adresse aux conquérants de nos terres d'Amérique. Vous, les conquérants, avec vos bureaux, votre parlement à Ottawa, vous, les conquérants qui nous avez chassés de nos terres, qui nous avez parqués dans des réserves sans eau courante, avec des rations mensuelles qui nous affamaient, nous enlevaient notre fierté, nous rendaient misérables, loin de tout, sans terre, dépossédés de notre héritage. Je vous demande de nous rendre la langue dont vous nous avez dépossédés, de mettre en place des programmes d'apprentissage de nos langues, et ce, à travers le Canada. Vous parlez de réconciliation du pape et de sa visite. On n'a pas besoin du pape et de ses excuses. Le mal est fait. L'histoire est là pour nous le rappeler. Ce que je demande au gouvernement, aux conquérants, c'est de réparer, de nous redonner nos langues perdues dans le colonialisme qui perdure depuis leur arrivée. Mettez en place des programmes de réapprentissage de nos langues au plus sacrant, des programmes d'immersion dans les communautés où les langues des Premières Nations sont vivantes. Ceci est un cri du cœur. Si vous parlez de réconciliation, il n'y a qu'une route à emprunter, et c'est celle-là. N'oubliez jamais que vous habitez et foulez une terre indienne, et ne prétendez jamais que cette terre vous appartient. Elle appartient à Chichimanitu, pour le bien de l'humanité tout entière. Piisim Napeu. Le livre suivant, c'est Blackwater de Michael McDowell aux éditions Alto. Ça, c'est une saga en 6 volumes. J'ai lu le premier, La Crue. Et tant que j'ai la couverture face à moi, pour ne pas l'oublier, c'est une couverture recto verso qui est magnifique. Et en plus, elle représente des scènes, je vais dire, des moments clés du roman. Alors, forcément, je vais pas vous les dire, hein, ce sera du spoilage gratuit. Bon, peut-être, oui, certainement la première que je vais vous conter, parce que c'est dans les premières pages du roman. Mais donc c'est ça. Donc ça c'est le premier volume. On est en 1919. On est dans un état du sud des États-Unis. On est en Alabama. Et on est, comment je vais dire, il y a une rivière, la rivière Perdido, qui est en crue et qui a, je vais dire, ravagé toutes les rues de la ville qui porte le même nom. Et on est avec Oscar, qui est le fils d'une riche famille de la ville. Et il est avec son domestique.
Je dis avec son domestique parce que, bon, on est en Alabama, un État du Sud, en 1919. On est quand même juste 54 ans après la guerre de sécession, la fin de la guerre de sécession. Donc, ça se sent bien quand même dans le récit. Et donc c'est ça, il est en barque et puis ils vont découvrir une femme par la fenêtre je crois, du premier étage. Ils vont découvrir une femme qui est sur son lit, dans sa chambre d'hôtel. Et bon, là va commencer déjà le fantastique, parce que oui, c'est un roman, je veux dire, c'est du romanesque fantastique. Et c'est ça, donc elle va être prise, elle va embarquer dans la petite barque, puis elle va être conduite dans la famille richissime, la famille Caschi, de la ville de Perdido, et là va commencer réellement l'histoire. Moi j'ai été vraiment, vraiment ravi par la plume de Michael McDowell, parce que à un moment donné, je me faisais la réflexion, quand je lisais, c'est que c'est du fantastique, mais en même temps c'est étrange. On est dans de l'étrange, vous me direz, ouais, mais c'est la même chose. Ben, je dirais pas forcément, parce qu'on peut avoir de l'étrange sans être vraiment dans le fantastique. Bon, l'inverse peut-être pas, mais bon. Et puis, il y a des trucs qui sont vraiment décrits, des scènes qui sont décrites. Comme on dit, on a les yeux pour voir, pour lire, mais en même temps, c'est comme si on avait les autres sens qui étaient aussi vraiment accaparés dans la lecture. Le goût, les odeurs, les eaux pestilentielles, c'est vraiment décrit magnifiquement, je trouve, avec comme la pluie qui tombe. C'est décrit d'une manière waouh. Il y a beaucoup de suspense aussi dans ce livre. Et je vais dire, on est pour nos frais. Hein, parce que dans le premier récit, premier tome, La Crue, bon, il y a des choses qui se déroulent, il y a du fantastique, mais on ne sait pas le fin fond d'histoire, hein, déjà. Donc, l'imaginaire, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On est le long des rives de la rivière Perdido, et puis, parce que bon, à un moment donné, la rivière reprend son lit, reprend son cours, je vais dire, et puis, mais c'est ça, on cherche, hein, on cherche, et puis on se dit waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qui va bien se passer? Comment cela est-il possible? Mais bon, on reste, comme dit, sur notre faim pour le second tome. Le second tome, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dans le sens que, oui, il y a, bon, ils sont pas gros, mais il y a un petit trigger warning quand même, je veux dire, en fin de récit. Je crois dans les dernières 50 pages, il y a quand même... oh. Puis, on ressent, comme je dis, on ressent beaucoup quand même, parce qu'on est quand même juste 54 ans après la guerre de sécession en 1919. Et ça se ressent pas mal aussi. Donc, mais très 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 bonne lecture, je dirais excellente lecture. C'est pas un coup de cœur pour l'instant. On va attendre de terminer la saga, mais excellente lecture. Donc voilà, Blackwater. Alors, le troisième, c'est Le symbole perdu de Dan Brown aux éditions Jean-Claude Lattès. On ne présente plus Dan Brown, Da Vinci Code, Origine, Inferno. Ça ici, c'est le troisième que j'ai lu en fait. Le premier, ça a été Angers Démon. Ensuite, moi, je suis passé directement au cinquième avec Origine. Et là, le troisième, Le symbole perdu. Pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur des trois. Donc, pourtant, on est toujours sur le même modus operandi avec du court chapitrage. C'est un bouquin qui fait 590 pages et on a 134, je crois, 134 chapitres. Donc, ça donne toujours l'impression d'aller très vite.
Des fois, on va très vite. Mais c'est ça. Donc, on va se retrouver ici à Washington. Donc, on va toujours suivre les aventures, les péripéties, les enquêtes de Robert Langdon, qui est le fameux professeur en symbologie. On va se retrouver dans la ville de Washington et on va un peu, je veux dire plus précisément, aller dans la société secrète, qui est plus très secrète, mais bon, enfin je passe, de la franc-maçonnerie, où on en apprend pas beaucoup, dans le sens que, c'est ça, on connaît de ce qu'on connaît déjà, en gros. D'un point de vue, ben ça c'est toujours avec Dan Brown, d'un point de vue géographique et historique, moi j'ai pris encore un petit malin plaisir à aller sur Google, parce que bon, j'ai jamais été à Washington, pas encore. Et donc le Capitole, puis l'obélisque, enfin tout ça, donc tous les gros monuments. On visite pas mal, je vais dire, avec le bouquin Washington en long et en large. D'un point de vue historique aussi, on en apprend pas mal. C'est toujours le fun pour quelqu'un qui aime bien l'historique, même si c'est pas un bouquin historique, hein, un roman historique. Ben c'est ça. Donc un petit bémol dans le sens que oui, c'est toujours moi, Dan Brown, c'est toujours de la très bonne lecture. Je prends vraiment plaisir à lire. Par contre, même si c'est mon préféré des trois que j'ai lus, la fin pour moi est un peu, comment je vais dire, 95% du récit du bouquin, je veux dire, le thriller, l'enquête policière, c'est waouh, c'est bien mené, c'est bien ficelé. Mais alors, je veux dire, la cerise sur le gâteau, oui, il n'est pas. Il n'y a pas de cerise sur le gâteau. Ça tombe comme un soufflet qui est trop cuit. On s'attend à avoir quelque chose d'énorme, qui va être révélé dans cette société secrète par les francs-maçons. Mais au final, non. Ce qu'on sait, ce qu'on dit, ben, on le connaît déjà d'Adam et Ève, ou de Ève et d'Adam. Donc c'est ça. Ça fait un peu retomber, comme je dis, le soufflet. Mais ça reste de la bonne lecture. Bonne lecture. À un moment donné, je me suis dit, je me même posé la question, pourquoi on ne va pas un peu plus loin dans la franc-maçonnerie? On apprend certaines choses, bon, qu'on peut aller voir n'importe où. Mais c'est ça. Donc ça reste une société secrète qui a pignon sur rue, mais on ne sait pas quel pignon. Donc symbole perdu. Très bonne lecture. Alors, l'avant-dernier livre, c'est Druide de Oliver Perroux, ici aux éditions J'ai lu. C'est un roman que j'ai fait en lecture commune avec les lectures Alméara. Et je vais dire, on a pris vraiment du fun à le lire, parce que moi c'était le premier roman d'Oliver Perroux que je lisais, que je trouvais vraiment une très belle plume, vraiment. Bon, déjà en gros, donc ici on est sur de la fantasy one shot, et parce que le world building est, je vais dire, vraiment bien ficelé, oui, bien précis, bien complet. Je veux dire, pour un one shot, c'est pas vraiment évident, parce que dans le sens que bon, là je vais pas vraiment comparer, ben oui, je vais comparer, mais je vais faire très court. J'ai lu un one-shot également, il n'y a pas très longtemps, aussi en fantasy, c'était Le Prieuré de l'Oranger, et je préfère nettement Druide au Prieuré de l'Oranger, même si Le Prieuré de l'Oranger était une bonne lecture, mais je trouve que le world building ici est plus complet, certainement plus complet. Donc, pour vous dire en gros, déjà, la situation géographique, hein, comme dans chaque
dans chaque début de bouquin en général de fantasy, on a la carte géographique. Ici, c'est assez simple. Il n'y a pas 36 millions de villes. On a deux parties dans le nord, un royaume. Au centre, plus ou moins, bon, je veux dire, c'est une grande forêt où habitent les druides. Et dans le sud, c'est plus une sorte de désert où habitent des nomades. Mais la majeure partie du récit va se situer dans ces deux royaumes du nord et aussi principalement dans cette forêt où habitent les druides. Donc, pour vous dire en gros l'histoire, sans spoiler, on va nous présenter comme un meurtre, c'est vraiment en début de récit, enfin un meurtre, c'est plus un carnage. On va retrouver 40 soldats dans des royaumes, 40 soldats qui ont été tués, je vais dire, de manière violente, bestiale. Et ce royaume va, comment je vais dire, va dire que ben, c'est la faute de l'autre royaume. Et donc il y a comme une guerre qui se prépare et on va donner la charge à un druide, le druide Obrigan, de faire la lumière sur ce massacre. Et ce fameux druide bon, est accompagné de ses deux élèves druides, de ses deux acolytes. Et il a 21 jours pour trouver le coupable. S'il ne trouve pas le coupable, il y aura la guerre. Et donc, ces 21 jours, en fait, sont comme le 21 chapitres. Donc ça, c'est en gros. Comme je disais, bon, c'est un très bon world building pour un one-shot. La plume est vraiment, je ne vais pas dire légère, c'est vraiment une belle plume d'Oliver Perroux. Il y a comme beaucoup, ça c'est clair, il y a beaucoup de trigger warning. En veux-tu, en voilà, de cliffhanger par rapport à ces 21 jours. Donc peut-être pas à mettre entre toutes les mains non plus, parce qu'il y a quand même certains combats, certaines batailles qui sont bien explicites. On explique bien. Il y a de l'hémoglobine, il y a du tout, c'est ça. Donc, que dire encore avec Druide, c'est que il y a une bonne thématique aussi, dans le sens, bon, il y a plusieurs thématiques, mais une que j'ai vraiment bien relevée et qui est assez récurrente par rapport à la longueur du récit, à la longueur du roman, c'est est-ce qu'on se fait manipuler? Est-ce qu'on se fait manipuler dans le sens que nos croyances, sont-elles vraies, sont-elles fausses? Grosse question, grande question. Mais c'est ça. Donc, est-ce qu'on se fait manipuler jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, décennie après décennie? Belle question. Donc, je vous laisse le soin d'y répondre. Mais c'est ça. Mais c'est quand même relevé dedans. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire? Oui, c'est ça. Toujours bien de prendre des notes. Pourquoi ce n'est pas un coup de cœur? Parce que pour moi, c'est une excellente lecture. Réellement excellente lecture, mais pas coup de cœur. Parce que, à certains moments du roman, dans le texte, il y a comme un copier-coller. Je ne sais pas si ce copier-coller est voulu ou est complètement ou pas voulu, mais il y a une méchante ressemblance avec une autre saga. Bon, je ne vous dirai pas laquelle, je vous dirai l'auteur, l'autrice, c'est une autrice américaine. On clôt le débat, je vous en dirai pas plus. Mais
c'est quand même la même chose. Donc, quelque part, oui, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. Parce que, je dis, si c'est, sans le savoir, si c'est voulu, non, je ne mettrai pas un coup de cœur. Bon, maintenant, si c'est pas voulu, ça reste que ça ressemble pas mal. Donc voilà. Donc c'est ça pour Druide. Ben, oui, encore une chose, avec Oliver Perroux, je me suis dit, avec cette excellente lecture, comme il n'est pas à son coup d'essai non plus, parce qu'il faut savoir qu'Oliver Perroux, au départ, c'est un dessinateur, illustrateur, scénariste de bande dessinée. Il est venu, je ne vais pas dire qu'il est venu sur le tard pour faire des romans, parce que bon, il est quand même assez jeune, mais il a fait une trilogie qui s'appelle Martyr, mais malheureusement, il y a les 2 premiers qui sont sortis, mais pas le troisième. Le troisième devait sortir normalement en 2023, mais il n'est pas sorti. Donc certainement que moi je vais attendre qu'il sorte pour peut-être me lancer dans cette trilogie, Les Martyrs. Donc voilà. Mais excellente lecture. Alors, le dernier livre, c'est Bonjour Tristesse de François Sagan aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça c'est une relecture, mais je pourrais dire que c'est une lecture pareil, parce que si c'est une relecture, la première elle s'est faite il y a longtemps. 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans, je ne saurais plus dire. Et donc, plus aucun souvenir, je veux dire, de l'histoire, ni des personnages, plus rien. Donc, on va dire que c'est une lecture que j'ai repris de la bibliothèque d'en bas, en fait, parce que il me fallait lire un livre de moins de 200 pages. À ce moment-là, je n'avais pas je n'avais pas encore reçu le service presse, qui lui fait aussi 120 pages. Celui-ci fait 127 pages, avec un beau jaspe-page orange de l'époque. Donc, on rigole. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Je devais lire pour le challenge Zo en folie de Ingrid, la lectrice. Et donc, je l'ai lu. Alors, il faut remettre vraiment 2 choses dans leur contexte, dans le sens que, premièrement, ce livre a été écrit, je ne vais pas dire par une gamine, mais Françoise Sagan, comment ça s'appelait? Françoise Coirez, on verra pourquoi après. Donc Françoise Sagan a écrit ça alors qu'elle avait, je crois, elle n'avait pas encore 18 ans. Elle avait 17 ans et quelques jours, parce que ça a été publié en 1954. Là, elle avait 18 ans. Donc, à mon avis, oui, elle avait 17 ans. Écrire ça à 17 ans, oui, tout à fait. Et puis, ça a été écrit en 1953, 1954. Donc, ça, on remet ces 2 choses-là dans leur contexte. C'est une très, très, très belle plume. On aime ou on n'aime pas François Sagan. Moi, je veux dire, c'est le seul bouquin que j'ai lu de François Sagan, ou que j'ai relu, mais je n'en connais pas d'autres. Mais c'est quand même, qu'on aime, comme je dis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même Madame Sagan. Donc, c'est ça. Mais, maintenant, hors contexte, c'est pas une histoire que j'ai tripé dessus. On est dans le sud de la France, donc en 1954. On est dans le sud de la France en période estivale. On va suivre un père, sa fille, les 2 amants
les deux amants du père et, je dirais, le boyfriend de la fille. En gros, c'est ça. Et il y a une histoire comment je vais dire, de passage de possession. Non. Et je veux dire, c'est l'histoire c'est ça. C'est une histoire de vengeance de la fille, quelque part de son mal-être par rapport à certaines situations, les situations de son père, de ses concubines, enfin. Mais je veux dire, c'est écrit de façon très fluide, la psychologie des personnages, et waouh! Et en plus, si on remet c'est ça, dans son contexte, écrire ça à l'âge de 17 ans, waouh, c'est quand même. Ça me fait penser en fait quand j'avais été à un moment donné à Barcelone, j'avais été voir le musée de Picasso, je ne sais plus comment il s'appelle, le musée. Et à un moment donné, bon, il y a des dizaines, je ne veux pas dire, ou des centaines de toiles. Je ne me rappelle pas de toutes les toiles, mais je m'en rappelle de une. Réellement. Ça m'a. J'ai été scotché. C'est une peinture c'est une peinture murale, waouh, qui fait, je sais pas moi, 1,50 m de hauteur sur 3 mètres de long. Enfin, c'est immense. Et c'est une scène je ne sais même plus comment s'appelle la toile, le tableau. Mais c'est en fait une femme qui est sur son lit de mort. Et c'est très sombre, il y a des personnages tout autour du lit. Enfin, c'est très. C'est une époque, c'était pas dans sa période cubisme. Et alors, je vois une petite étiquette et c'est marqué donc tableau tel un tel, Picasso, à l'âge de 12 ans. Je vous le dis là, j'en ai des frissons. Réellement, là, qu'un gars à 12 ans peigne ça, waouh, là on se dit oui, Picasso, c'est pas qu'un œil ici et une bouche là, hein, oui, un génie. Ben, je vais pas dire maintenant que Françoise Sagan est une génie, oui ou non, je sais pas, mais c'est comme un rapport de faire une telle chose à un âge dit. Donc, bon, pour moi, ce n'est pas. Je l'ai lu. Quasi d'une traite. Mais ça reste pas pour moi un grand souvenir. Mais ça reste, avec contexte, de la très bonne lecture. Donc voilà. Oui, aussi, c'est ça, pour en revenir parce que c'était donc Françoise, de son vrai nom Françoise Coiré ou Coirez. Et pourquoi elle a écrit sous le nom de Françoise Sagan? C'est parce que ses parents, parce qu'à l'époque, il faut dire que ce bouquin a pas fait fureur, n'a pas eu de très bonne critique. Enfin, très bonne critique, oui, mais ça a été un scandale. Parce qu'il y a certaines choses pour l'époque, qui étaient osées, et puis. Et donc c'est ça. Donc c'est appelé de ce fait Françoise Sagan et pas Françoise Coirez ou Coiré. Donc voilà. Françoise Sagan. Voilà, donc ça termine mon update lecture du mois de février. Enfin, du mois de février, d'une partie du mois de février, de la fin février, des dernières 2 semaines, je vais dire. Donc, si vous avez lu, comme à l'habitude, si vous avez lu Druid ou bien Blackwater, La Crue, surtout, ne me spoilez pas le reste, hein, parce que je ne l'ai pas encore lu, ou de Dan Brown, ou encore Bonjour Tristesse, faites-moi part de vos commentaires si vous avez aimé ou pas aimé. Et donc c'est ça. Et pour en revenir, je veux dire, pour
terminer cette vidéo pour en revenir avec Piscimapeu. J'ai demandé, bon là j'ai pas encore reçu la réponse, parce que la maison d'édition Anne-et-Norac fait beaucoup de... Bon, il y a des livres en papier, mais beaucoup de livres numériques aussi, parce que je ne sais pas si par exemple en France ou en Belgique, certains vont être tentés de se le procurer. Si c'est la maison d'édition envoie en Europe, je veux dire point de vue papier, point de vue numérique forcément, mais point de vue papier je ne sais pas trop, donc pour l'instant je suis en train de me renseigner là-dessus. Donc dès que je vous dirai, dès que je saurai quoi, je vous le dirai. Donc voilà. Donc en attendant, la prochaine vidéo ce sera forcément samedi prochain. On va parler, je crois, oui, ce sera le challenge que j'ai fait et que j'ai réalisé au complet. C'était le challenge En route pour le Nord d'Endolin. Donc je vous remettrai en visu tous les bouquins. Je crois qu'il y a 10 bouquins que j'ai lus à ce moment-là. Donc ce sera peut-être un peu du réchauffé pour certains, peut-être pas pour d'autres. Donc voilà. Donc en attendant, je vous souhaite de magnifiques lectures. Portez-vous bien et à la fois prochaine. Bye.